On est ce soir avec Jérémy Gallon. Bonsoir à vous. Bonsoir. Pour la chronique diplomatie, hein, peut-on l'appeler ainsi? Alors, vous revenez d'Inde vous-même. Tout à fait. C'était chouette? C'était passionnant. Passionnant, d'où cette chronique. Pouvez-vous nous expliquer les raisons qui sous-entendent cette nouvelle collaboration, ce nouveau partenariat avec l'Inde? L'Europe est aujourd'hui confrontée à des tensions économiques extrêmement fortes avec ses deux principaux partenaires. Les États-Unis, c'est une guerre commerciale inévitable qui s'annonce. La seule question, c'est de savoir si l'Europe aura l'unité et le courage d'y répondre. Deuxièmement, avec la Chine, c'est une évolution plus structurelle. Les Européens veulent maintenir le dialogue avec Pékin, mais ils savent aussi que la Chine, en exportant ses surcapacités de production vers le marché européen, est en train de menacer des pans entiers de notre tissu industriel. Et à partir de là, l'Europe a deux options. Soit elle se replie sur elle-même, elle s'enferme dans une logique hyper protectionniste, et à ce moment-là, elle sortira jour après jour un peu plus de l'histoire. Soit elle devient une puissance géopolitique plus conquérante, en nouant sans naïveté des partenariats stratégiques avec un certain nombre de puissances qui façonneront le monde de demain. Et à cet égard, l'Inde est évidemment au sommet de la liste. Et c'est pourquoi elle devient tout d'un coup une priorité. C'est vrai qu'on voit l'Inde partout maintenant. Il y a même eu cette journaliste indienne qui est venue sur le plateau de France 2 pour interroger le président français lui-même. Bon, voilà, il y a cette connivence qui devient une priorité tout à coup. Alors, l'Inde, c'est d'abord la première puissance démographique au monde, plus d'1,4 milliard d'habitants, mais c'est aussi la 5e puissance économique mondiale. Et surtout, parmi les grandes puissances économiques, c'est celle qui a le taux de croissance le plus élevé. 8,2% sur l'exercice fiscal 2023-2024, 6,4% sur l'exercice fiscal 2024-2025. C'est une puissance qui devient extrêmement intéressante pour nos entreprises, à un moment où elles veulent se diversifier par rapport à la Chine et aux États-Unis. Puissance moyenne qui grandit de manière considérable. Les entreprises indiennes sont en train aussi de grandir sur l'échelle de valeur, que ce soit dans le secteur pharmaceutique, les services informatiques, l'industrie lourde. Et puis, c'est un acteur géopolitique de plus en plus important. La présidence de l'Inde du G20 en 2023 l'a montré. Aujourd'hui, l'Inde a ce qu'on appelle, c'est assez passionnant, la diplomatie du plurialignement, qui est menée et théorisée par son très brillant ministre des Affaires étrangères, Subramanian Jaishankar. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Inde est à la fois le partenaire principal des États-Unis dans sa stratégie de containment de la Chine, notamment à travers l'alliance du Quad, mais elle est aussi membre des BRICS et membre de l'Organisation de coopération de Shanghai. C'est le seul pays qui arrive à jouer un petit peu sur tous les tableaux. D'où l'intérêt de courtiser l'Inde. Est-ce que l'Europe courtise déjà l'Inde? Il y a des initiatives concrètes prises par l'Europe pour se rapprocher de l'Inde? Tout à fait. Mais alors, peut-être qu'il faut juste revenir un petit peu en arrière. En fait, pendant très longtemps, l'Union européenne, ça a été un objet politique non identifié pour les Indiens. Après l'indépendance du pays en 1947, l'Inde a développé des relations bilatérales avec le Royaume-Uni évidemment, mais la France, l'Allemagne, l'Italie. Plus récemment, l'Europe du Nord, l'Europe balkanique de l'Est. Et c'est que très récemment que les liens se sont tissés avec l'Union européenne. Alors depuis 2024, il y a un partenariat stratégique, mais dans les faits, c'était de la poussière. Tout s'est accéléré à partir du sommet de Porto en 2021. 2022, il y a eu la relance des négociations commerciales. Il y a eu un conseil de coopération sur les questions technologiques qui a été lancé. Et puis en 2023, au moment de la présidence indienne du G20, il y a eu le corridor Inde, Moyen-Orient, Europe qui vise à rivaliser avec les nouvelles routes de la soie. Et oui, aujourd'hui, c'est une priorité clé pour la Commission européenne. Il y a quand même, j'imagine, des obstacles, parce qu'alors on voit des photos qui nous montrent Emmanuel Macron avec le Premier ministre indien. On voit que la France co-préside ce fameux sommet international sur l'intelligence artificielle avec l'Inde. Vous parliez du G20 présidé par l'Inde. Tout n'est pas tout rose. Non, il y a des vrais défis, des vrais obstacles aujourd'hui à cette relation stratégique. D'abord, sur le plan commercial, il faut bien voir qu'à l'heure où les deux puissances veulent nouer un accord commercial, il y a quand même des divergences très fortes. D'abord, tout l'agenda environnemental européen s'est vu comme des barrières non tarifaires par les Indiens. Et ils lobbyent de manière extrêmement forte contre cela. À l'inverse, les Européens considèrent que aujourd'hui, s'il y a bien une puissance qui met des tarifs très élevés, qui bloque l'accès à ses marchés publics, c'est l'Inde. Donc, il y a aujourd'hui une relation qui est compliquée, d'autant plus que on n'est pas tout à fait dans la même situation. L'Europe aujourd'hui, ça n'aura échappé à personne, est dans une situation compliquée. Décrochage économique par rapport aux États-Unis, situation assez isolée sur la scène internationale. À l'inverse, tout le monde veut courtiser l'Inde. Or, il n'est jamais facile de négocier dans une position de faiblesse. Et donc, qu'on veuille un accord commercial, c'est un fait, mais il ne faut pas être prêt à accepter tout. D'autant que si on va ajouter un petit caillou dans la chaussure européenne à nouveau, la situation géopolitique, le contexte géopolitique
ne nous lie pas forcément, puisque l'Inde reste quand même plutôt proche de la Russie. Enfin bon, il faut évidemment rester très prudent, mais bon, là, on se distingue aussi de l'Inde. Tout à fait. Sur le plan géopolitique, il y a des divergences aussi qui sont réelles. Il y a un dialogue sur les droits de l'homme qui n'est pas toujours simple. Et puis, il y a effectivement une relation par rapport à la Russie qui est compliquée. Et là, il faut revenir en arrière. Pourquoi New Delhi fait tout pour maintenir une relation proche avec la Russie? Il y a d'abord des relations historiques, du fait de la relation historiquement entre l'Inde et l'URSS. Il y a aussi des relations économiques aujourd'hui très fortes. Il y a une dépendance de l'Inde très forte sur le plan énergétique à la Russie, mais aussi en matière de défense. 75% de l'équipement militaire indien est acheté auprès des Russes. Et puis surtout, la clé de voûte de toute la politique étrangère indienne, c'est la Chine. La vraie question pour les Indiens, c'est d'éviter qu'il y ait ces taxes sino-russes qui les prennent en étau. Et donc, c'est la raison pour laquelle ils ont maintenu un lien très fort avec le Kremlin. C'est la raison pour laquelle le Premier ministre Narendra Modi, après avoir été élu pour un 3e mandat, s'est immédiatement rendu à Moscou, ce qui n'avait pas été très apprécié par les Européens. Il s'était rendu 6 semaines après en Ukraine. Et donc, tout ça donne un contexte difficile. Donc, oui, évidemment, il faut bâtir un partenariat stratégique avec l'Inde, un partenariat beaucoup plus fort, mais il faut le faire sans naïveté. Et puis les Européens devront le faire surtout en ayant une boussole, qu'on oublie parfois nous Européens, c'est la défense des intérêts européens avant tout.